Notre thème de géographie, la métropolisation, un processus mondial différencié. Et pour illustrer ce phénomène de métropolisation, processus qui s'inscrit dans le temps depuis les années 60, voyons ensemble, en étude de cas, la mégalopolis du nord-est des États-Unis. Je vous propose un plan en 5 parties pour étudier ensemble cette mégalopolis du nord-est des États-Unis. En petit 1, la mégalopolis à l'échelle continentale, puis métropole, mégapole et mégalopole. En 3, les 5 métropoles de la Boswash. En 4, sont-elles toutes des mégapoles? Et enfin, pourquoi mégalopole? Commençons par le petit 1, la mégalopolis à l'échelle continentale et la carte de la répartition de la population des États-Unis avec les métropoles de plus de 3 millions d'habitants. Cette mégalopolis du nord-est des États-Unis que vous pouvez apprécier sur cette carte des 48 États des États-Unis à l'exception de l'Alaska et d'Hawaï, avec la répartition de cette population, notamment dans des métropoles de plus de 3 millions d'habitants. En observant bien la façade atlantique, la façade du golfe du Mexique et la façade pacifique, vous avez remarqué un phénomène unique sur la façade du nord-est des États-Unis, 5 métropoles en continu de Boston à Washington. Ces 5 métropoles de Boston au nord à Washington DC, au sud, sur la façade orientale de l'Atlantique Nord, correspondent au premier foyer de peuplement de la colonisation britannique à la fin des XVIIe et début du XVIIIe siècle. Ces 13 colonies britanniques, depuis Boston au nord, New York City, Philadelphie, Baltimore et enfin Washington DC. Et c'est en travaillant sur la définition de métropole, de mégapole et de mégalopole que nous allons distinguer ces 3 entités urbaines sur la carte. 5 métropoles, c'est-à-dire 5 ensembles urbains de grande importance qui exercent des fonctions de commandement. Alors, ces fonctions de commandement, soit à l'échelle locale, régionale, nationale ou même mondiale. Voilà pour notre première définition. Quant aux mégapoles, alors les mégapoles sont à l'échelle mondiale des villes géantes de plus de 10 millions d'habitants. Aussi, tout au long de la leçon, nous vérifierons que ces 5 métropoles de la mégalopolis sont ou ne sont pas également des mégapoles. Enfin, la mégalopole, et ici elle porte un nom particulier car il s'agit de la mégalopole du nord-est des États-Unis et donc la mégalopolis. Une mégalopole désigne des ensembles urbains reliés fonctionnellement entre eux par des réseaux de transport et de communication. Mais il faut également que cette mégalopole se distingue par des dimensions spatiales exceptionnelles. Et j'ai accentué sur cette cartographie la mégalopolis du nord-est des États-Unis par ce figuré ponctuel circulaire pour la mettre bien en évidence. Aussi reprenons, comme nous l'avons fait ensemble en classe, les caractéristiques des 5 métropoles qui constituent du nord au sud cette mégalopolis. En regardant cette carte régionale, il n'y a pas de hiérarchie réelle entre les différentes métropoles. Cependant que vous constatez que Boston, dans l'État du Massachusetts, constitue le début au nord de cette mégalopolis. Suit New York City, NYC, pour différencier
la métropole de l'État de New York. Suit Philadelphie, la première capitale politique des États-Unis détrônée en 1799 par Washington, D.C. Baltimore et enfin Washington, District of Columbia, D.C., pour différencier la capitale fédérale de l'État de Washington sur la façade pacifique des États-Unis. Et première métropole de cette Boswash, Boss comme Boston. Avec cette skyline de Boston et ce paysage urbain vertical de tous les Central Business Districts des villes nord-américaines. Un paysage urbain qui rappelle que ces 5 métropoles sont des ports, autant ouvertes sur l'Atlantique que sur l'arrière-pays, puisqu'elles sont situées à l'embouchure de 5 fleuves. La Charles River pour Boston. La métropole de Boston est distinguée pour sa fonction universitaire en concentrant 2 des principales universités de la Ivy League, Harvard et le MIT notamment. Cet écosystème universitaire s'articule, comme vous le constatez, autour de 2 grandes entités, Harvard University et le MIT, sans compter la multitude des collèges. Alors les collèges sont comme le Boston College ou encore le Bunker Hill Community College, pourraient être comparés aux classes préparatoires aux grandes écoles, c'est-à-dire à une étape de charnière après l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Ici, un des bâtiments principaux du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Quant au campus de Harvard, c'est une véritable ville dans la ville. Université fondée au début du XVIIIe siècle. Ce campus immense où logent étudiants et professeurs en autarcie complète par rapport au reste de la ville. Cafétéria, restaurant, bibliothèque, immeubles résidentiels, tous les services sont offerts aux étudiants pour faciliter leur cursus en 3 ou 5 ans. Ici, le bâtiment principal du Boston College, également très ancien, un des premiers fondés aux États-Unis. La chapelle originale, convertie en salle d'études, souvent ouverte de 8h à 22 voire minuit le soir. Que peut-on dire alors de la deuxième métropole de la mégalopolis des États-Unis, New York City? Je vous laisse admirer la skyline, la ligne d'horizon des gratte-ciel de Manhattan, le cœur de la métropole de New York City, le quartier des affaires. Mondialement connu pour ses théâtres, ses comédies musicales, son quartier des artistes à Broadway, Times Square, ses murs de publicité lumineuse, la cotation des actions à la bourse de Wall Street, comme les dernières news sur des bandeaux défilants, les sièges sociaux et les bureaux des principales banques et des sociétés d'assurance du pays, ces universités en art très prestigieuses comme l'université de Juilliard, le siège de l'Organisation des Nations Unies, Manhattan qui a longtemps été dominé par les Twin Towers du World Trade Center, symbole du cœur de la finance mondiale. New York City, par la mer, c'est aussi la Statue de la Liberté sur Rhode Island, ou encore Ellis Island, où les immigrants étaient stationnés en quarantaine avant qu'il leur soit permis de s'installer aux États-Unis tout au long du 19e et de la première moitié du 20e siècle. New York City, NYC, avec la skyline des buildings de la presqu'île de Manhattan, là aussi le CBD, à savoir le Central Business District.
New York City, mondialement connue, voyons ensemble, en la traversant, ces lieux emblématiques qui font de cette ville une ville globale. Times Square et ses panneaux lumineux qui renseignent sur les dernières comédies musicales, les films, mais également sur toute l'actualité de la cotation en bourse à Wall Street comme des événements de politique intérieure et extérieure. C'est aussi Broadway qui aligne ses salles de concert, de stand-up, où se jouent les dernières comédies musicales à la mode et qui feront par la suite des tournées mondiales. New York, c'est la ville des artistes et ces artistes se forment pour la grande majorité à la Juilliard School. Une Juilliard School à la renommée mondiale et ce pour toutes les disciplines artistiques. L'apprentissage du métier de comédien sur les planches de théâtre. La danse, le ballet classique comme contemporain. La musique d'orchestre comme l'exercice en solo d'un instrument. New York, une ville artistique et pas seulement des arts du vivant. Avec le MoMA, le Museum of Modern Art, la ville de New York est universellement connue pour la qualité de ses salles d'exposition d'art moderne. Sculpteurs, peintres, mais également des plasticiens qui créent des ambiances et des performances. Une ville de la culture, une ville éclairée, symbolisée tout entière par la Statue de la Liberté, le premier monument que l'on voit arrivant à New York par la mer. Offerte par la France aux États-Unis en 1886, elle symbolise l'amitié franco-américaine. Dessinée par Auguste Bartholdi, c'est l'ingénieur Gustave Eiffel qui en a assuré le montage. Une liberté qui guide les hommes par la flamme de la connaissance éclairée des idéaux démocratiques. Haute de 93 mètres, ces 155 tonnes d'acier et de cuivre sont également le symbole de l'âge industriel, des prouesses technologiques d'un ingénieur du génie civil des ponts et chaussées, Gustave Eiffel. Le rayonnement mondial de New York n'est pas seulement culturel, il est aussi politique avec le siège de l'Organisation des Nations Unies devant la baie de l'Hudson depuis 1945, ce bâtiment emblématique que vous avez sous les yeux. Nous voici à la tribune de l'Organisation des Nations Unies où siègent 193 membres, 193 pays signataires de la Charte de San Francisco. Tous les pays du monde n'ont pas de siège à l'Organisation des Nations Unies. On citera pour exemple la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre ou encore le Vatican. Tandis que les grands pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont constitué un conseil plus restreint, le Conseil de sécurité. Nous voici dans la salle de réunion du Conseil de sécurité qui ne se réunit que sur des questions ponctuelles lors d'une crise et c'est le cas actuellement avec le coup d'État militaire en Birmanie. J'ai gardé la puissance financière et économique de New York City en dernier. C'était celle qui vous était souvent venue en premier à l'évocation justement des fonctions de commandement de cette métropole. Ici, la bourse de Wall Street qui se situe dans la partie sud de l'île de Manhattan, près des quais justement où vous embarquez dans un ferry vers la Statue de la Liberté ou encore le musée de l'immigration sur Ellis Island. New York et cette vue aérienne, vous voyez très bien la presqu'île de Manhattan qui s'étend de part et d'autre des rives de l'Hudson vers l'océan Atlantique avec en son centre ce
quadrilatère parfait, Central Park, le poumon vert de la ville. Nous quittons la métropole de New York City pour Philadelphie. Et j'ouvre comme à l'accoutumée cette étude de Philadelphie par sa skyline et son paysage vertical, car vous allez être surpris du contraste entre la Philadelphie moderne et la Philadelphie de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Faisons donc connaissance avec la première capitale politique des États-Unis, une des villes les plus anciennes de la côte Est. Un quartier historique du centre-ville qui met en avant la fonction touristique de la ville avec ses petites rues pavées du XVIIIe et début du XIXe siècle qui attirent des touristes de tous les États-Unis et du monde entier. D'anciens bâtiments ici réalisés en tomates typiques du XVIIIe siècle, des immeubles de moins de 4 étages. Les maisons très anciennes, comme celle à gauche, une façade typique du XVIIIe siècle. Sans oublier la fonction portuaire de Philadelphie et des quartiers pittoresques populaires de la ville également très visités. Pour Baltimore, également une skyline pour vous démontrer que cette ville, certes en déclin, cette métropole en déclin, possède cependant un centre des affaires et un port de plaisance. En revanche, une paupérisation, un appauvrissement des quartiers populaires avec un abandon de l'investissement par la municipalité pour réhabiliter, regardez ces immeubles aujourd'hui squattés dont on a tenté de boucher les issues. Quartier à forte criminalité de la ville qui concentre une ségrégation spatiale, sociale et ethnique. Ségrégation socio-spatiale, les plus riches, eux, vivent dans des quartiers ou du centre historique ou dans des périphéries résidentielles à une quinzaine de kilomètres du centre, tandis que les minorités ethniques, elles se concentrent dans les quartiers les plus défavorisés et abandonnés par les investissements de la ville. Et il est clair, nous l'avions vu, que la métropole de Baltimore est en déclin. Déclin démographique, elle perd de son attractivité. Déclin économique, ses fonctions portuaires qui s'appuyaient sur une industrialisation ancienne ne proposent plus assez d'emplois pour la population active la moins qualifiée de la ville. Enfin, la dernière métropole au sud de la Boswash, Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Illustrée ici par un paysage urbain nocturne qui fait apprécier au premier plan le Capitole, siège du Congrès des États-Unis. De jour, distinguons ensemble les différents bâtiments que nous apercevons sur cette photographie aérienne. Entouré de rouge, le Capitole, dont vous distinguez la rotonde centrale, surmontée d'une statue, et les deux ailes, l'aile de gauche et l'aile de droite, chacune réservée à la chambre basse et à la chambre haute du Congrès des États-Unis, la chambre basse, la chambre des représentants et la chambre haute, celle des sénateurs. C'est bien ce bâtiment, le Capitole, qui a été pris d'assaut le 6 janvier 2021, alors que les deux chambres étaient réunies en présence du vice-président des États-Unis sortant Mike Pence
pour la certification de l'élection de M. Joseph Biden et de Mme Kamala Harris comme président des États-Unis et vice-présidente des États-Unis. La volée d'escalier centrale qui mène, vous le voyez, à l'entrée principale du public vers cette rotonde centrale, coiffée d'une statue. Cette rotonde est le plus haut monument de Washington, D.C. Vous remarquez également cette architecture dite néoclassique ou palladienne qui reprend la symétrie, les colonnes des temples de l'époque gréco-romaine. Entouré de verre, le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Cette Cour suprême des États-Unis, dont vous voyez ici la volée de marche et l'entrée toujours avec cette architecture palladienne, celle où siègent ces 9 juges, la plus haute autorité judiciaire fédérale, 9 juges nommés à vie par le président des États-Unis. La Maison-Blanche siège de l'exécutif fédéral des États-Unis où vit et travaille le président des États-Unis et son administration élue. Distinguer les 2 ailes, toujours de ce bâtiment, à l'architecture palladienne, dont vous pouvez d'ailleurs admirer sur les rives de la Seine une réplique exacte. Souvent présentée comme étant à Washington, D.C., cependant vous remarquez sur l'autre rive du Potomac le Pentagone, qui est le centre du commandement des armées dans l'État de Virginie. Pentagone qui reprend, constatez-le, la figure géométrique d'un polygone à 5 côtés. Si Washington, D.C., capitale fédérale, concentre le siège des 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, vous remarquez également quel est le siège du Fonds monétaire international, le FMI. À présent que nous avons défini pour chacune des 5 métropoles de la mégalopolis leurs fonctions, voyons ensemble si elles sont bien toutes des mégapoles, c'est-à-dire des villes géantes de plus de 10 millions d'habitants. Pour vérifier que les 5 métropoles sont ou ne sont pas des mégapoles, il faut reprendre ensemble la définition exacte de mégapole. Une mégapole est une ville géante dont l'aire urbaine dépasse les 10 millions d'habitants. En comparant les 5 aires urbaines de Boston, New York City, Philadelphie, Baltimore et Washington, D.C., seul New York peut prétendre à être qualifié de mégapole avec plus de 22 millions et demi d'habitants aujourd'hui. 5 métropoles, mais une seule mégapole, New York City.